Bonsoir Eric. Je vis en ce moment, c'est des courts moments, mais c'est très intense, une solitude énorme. Et je ne sais pas comment faire face à ce moment de solitude énorme. C'est pas comme si j'étais dans un trou quelque part. C'est une expérience existentielle puissante. Merci de m'éclairer. La solitude dont vous parlez est une solitude d'objet. Il y aura toujours une solitude d'objet. Quel que soit l'objet qui vous comble momentanément, un jour il va se révéler comme une absence. Parce que ce qui nous comble, c'est pas l'objet, c'est ce qu'on projette sur l'objet. Donc la seule manière de passer cette expérience de solitude, c'est de découvrir la vraie solitude. Dans la vraie solitude, il n'y a personne de seul. Parce qu'il n'y a rien qui soit séparé. Quand vous mettez l'accent sur les objets, vous avez la présence de quelqu'un, la présence d'une situation, la présence d'une satisfaction objective, la vie va constamment mettre en question cette sécurité imaginaire, et tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans cette absence d'objet. Donc profitez de cette difficulté pour vous poser la question, qu'est-ce que c'est la vraie solitude? C'est l'absence de vous-même. Et c'est là que vous allez trouver, vous allez pressentir un espace totalement de non-solitude. Là, ça vous demande de revenir finalement au ressenti du corps, parce que le corps ne connaît pas la solitude, c'est le psychisme qui connaît la solitude. Le corps est toujours non séparé de l'environnement. Vous sentez le froid, la chaleur, le confort, l'inconfort, vous sentez votre corps. Donc si vous êtes vraiment présent à la tactilité du corps, vous allez voir très vite la pensée de solitude va vous quitter, parce que c'est vraiment une pensée. C'est une représentation, la solitude. Vous pensiez ne pas être seul, et puis la situation fait que cet objet qui, soi-disant, vous rendait non seul, disparaît. Ça, c'est la loi de la vie. Là, vous vous sentez seul. Mais finalement, qu'un enfant de 2 ans est dans un salon, ils ne sont pas seuls souvent. Il est avec ce qui est là. Il voit une balle, il est avec la balle, il voit une fourchette, il est avec la fourchette, il voit un livre, il est avec le livre. Ils ne sont pas seuls, parce qu'il n'est pas attaché finalement à un objet. Et nous, notre problème, c'est qu'on s'attache aux objets, on s'attache aux gens, on s'attache aux situations, donc quand elles sont mises en question par la loi de la vie, qui est la disparition, à ce moment, on se sent seul. Donc profitez de du cadeau que vous fait la vie, qui vous a levé une fausse présence, une fausse non-solitude, pour vous amener à trouver la vraie solitude, où là, il n'y a plus personne de seul. Parce que finalement, vous n'êtes pas séparé de l'environnement. Vous êtes toujours avec l'environnement. Quand vous voyez votre voisin, votre voisine, vous sentez sa tristesse, sa peur, sa joie. Quand vous sortez dans la rue, vous sentez le froid, vous sentez le chaud. Quand vous voyez une émission à la télévision, vous avez une émotion de comme ceci ou comme cela. Donc la vie est que émotion, la vie est que expérience tactile. C'est la pensée qui me dit je suis seul. Vous ne pouvez pas vous sentir seul, vous pensez seul. Vous revenez au corps, si vous sentez le contact de vos fesses avec la chaise, le fauteuil, de vos cuisses, de vos pieds, si vous sentez la texture de vos vêtements, si vous sentez la densité du corps, si vous sentez la sensibilité des lèvres, de la langue, des yeux, des doigts, des épaules, des hanches, si vous sentez, si vous êtes totalement à cette expérience extraordinaire finalement la vie c'est de sentir. Tout le monde serait mort, il n'y a plus rien à sentir, mais la vie c'est de sentir. Vous allez voir, vous ne pouvez pas vous sentir seul. Alors, bien sûr, peut-être que vos enfants sont partis, ou votre mari est parti, votre chien a fait écraser, c'est possible. Mais cette solitude-là, vous n'en avez pas un problème.
à condition que vous découvriez cette vraie solitude. Donc, c'est le cadeau de la vie. Quand quelqu'un est, je dirais, bien entouré, je dirais, il perd sa vie. Sa vie, c'est sa voiture, sa maison, son mari, son chien, sa femme, ses enfants. Et tout ça peut être détruit dans l'instant. Donc, la vie vous donne cette chance de vous mettre en question. Qu'est-ce que c'est la vraie solitude? La vraie solitude, c'est l'absence de soi-même, l'absence d'un passé, d'un futur. Donc, c'est vers ça que vous devez aller, pas intellectuellement, mais par l'exploration. L'exploration la plus directe, c'est le ressenti du corps, parce que vous allez voir que le corps, on ne va pas se sentir seul, on se pense seul, mais quand je reviens au ressenti du corps, non, il n'y a pas de solitude possible dans ce ressenti. Donc, entrer dans cette exploration sans la conceptualisation, sans la réflexion, sans la chose intellectuelle, simplement, sentez votre corps maintenant. Pas le corps que vous aimez, pas le corps que vous n'aimez pas le corps pensé, pas le corps que vous voyez dans la glace, mais le corps que vous sentez. Et sentir, ce n'est pas une activité, c'est ce que vous êtes naturellement. Quand vous sortez dans la rue, vous n'allez pas faire un effort pour savoir s'il fait chaud ou froid. Quand vous marchez sur un clou, vous ne faites pas un effort pour sentir le clou. La sensation, c'est l'état naturel du corps. On remet à cette sensation et vous verrez, vous ne pouvez pas vous sentir seul, vous pensez seul. Comme bien sûr, de nouveau, quand la pensée revient, si vous pensez à votre mari, s'il s'est fait enterré il y a un mois, si vous pensez aux enfants, s'ils sont partis, si vous pensez à votre chien, si on l'a empaillé, bien sûr, vous allez vous penser seul. Mais vous ne pensez pas. Revenez au ressenti, et vous allez voir, je vous promets, dans le ressenti, il n'y a pas de solitude possible. Et de là, il y a de l'approfondissement de la vie qui va se faire. Merci Eric, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Eric. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai eu il y a quelques mois une suspicion d'un grave accident. J'ai fait dans ma vie énormément d'arts martiaux et j'ai toujours été passionné par les arts de combat. J'apprécie quand vous y faites référence parce que cela me parle bien sûr dans mon vécu direct. Et pendant ces 3 mois, j'ai dû apprendre à lever le pied, chose que je n'avais jamais fait avant, à ne pas m'entraîner, à accepter simplement l'état de mon corps comme étant blessé profondément. Ça a été extrêmement libérateur. J'ai constaté une espèce d'accueil de la situation comme je ne me pensais pas capable de l'accepter avec autant de légèreté et de simplicité. Et je suis allé faire des examens il y a peu et on m'a dit qu'en fait tout va bien et que mon corps était revenu, qu'en fait je n'étais plus blessé. Alors j'ai ressenti un moment de soulagement mais quand je suis retourné m'entraîner, là où je m'étais toujours reconnu lorsque vous dites que le musicien il n'est pas bien quand il ne joue pas de musique, ben moi je n'étais pas bien quand je n'allais pas m'entraîner, enfin c'était une évidence pour moi. Et là il se passe quelque chose qui est que je trouve ça, je ne vais pas dire dérisoire, mais c'est comme si ça ne faisait plus sens pour moi de m'entraîner autrement que dans une espèce de célébration de Dieu. Et pour autant, lors de l'entraînement, je me rends compte que je n'ai pas, j'allais dire réussi, mais le mot réussir, échec, ça n'a aucun sens, mais comment dire, j'ai eu l'impression d'être une espèce d'automate qui refaisait les programmes qu'il a fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et je ne m'y retrouvais plus, et c'est comme si je ne me retrouvais plus dans nulle part. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire à ce sujet, sur ce sentiment de... Pourtant, ça continue, c'est fonctionnel, mais c'est comme s'il n'y avait plus la joie, l'excitation de la passion, de la jeunesse, et d'une espèce de d'être spectateur, enfin, bref. Je pense que c'est aussi une grâce. Vous vous êtes cherché dans les arts de combat et je peux comprendre, c'est une discipline passionnante, mais comme tant d'autres finalement. Il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux, finalement une vie difficile, et puis ils se trouvent dans les arts de combat, ils
j'imagine, trouver une forme de capacité, etc. Alors bon, il y a tout l'imaginaire de la survie. Voilà, mais ça, quand on est intelligent, on se rend compte que c'est un imaginaire. Parce que vraisemblablement, quand vous aurez quelqu'un devant vous qui vous envoiera, il aurait une Kalachnikov, ou vous recevrez une bombe atomique russe, et tous vos entraînements au coup de pied sauté et vos étranglements ne serviront pas à grand-chose. Mais donc, vous avez levé le côté romantique, c'est très important. Et c'est vrai qu'une blessure, moi j'ai eu un peu la même chose à l'époque, mais moi je n'ai pas recommencé parce que je n'étais pas en état. C'est bien de se lever de cet imaginaire. Et donc, il va vous rester effectivement une célébration, c'est-à-dire pourquoi vous faites des arts de combat, pourquoi pas. La vie, c'est l'action. Il y a une profondeur dans les arts de combat qu'il n'y a pas dans le tennis ou qu'il n'y a pas dans les arts bourgeois. Donc, continuez, mais effectivement, vous le faites pour la joie de le faire, ensuite pour la joie de le transmettre, pour l'exploration de l'extrême sensibilité, pour la lecture des situations. Vous vous rendez compte de plus en plus que dès qu'il y a préméditation, votre adversaire peut vous lire, et qu'on devient un combattant sérieux quand on ne prémédite rien, parce qu'à ce moment-là, on est imprédictible. Et donc, vous allez décoder tout ce que vous avez appris, parce que finalement, dans les arts de combat, de la manière dont c'est enseigné en Occident, et souvent aussi en Orient d'ailleurs, on crée des situations imaginaires, mais la vie est plus créative que nos imaginaires. Donc, de toute manière, il y a une transposition qui est nécessaire, et les gens s'imaginent qu'en répétant une situation, ben, si ça arrive, il faut pouvoir répéter ce qu'ils ont appris. Non, la situation est toujours nouvelle. Et donc, progressivement, si vous n'avez plus d'attente, l'attente va être remplacée par l'écoute. Et dans l'écoute, il va y avoir une transposition qui est extrêmement importante parce qu'on vous enseigne une manière de combattre. C'est la manière de votre professeur, mais vous n'avez pas la même morphologie ni le même psychique que votre professeur, donc vous devez frapper différemment que lui. Il n'y a que vous qui puissiez le trouver. Non seulement ça, vous frappez en fonction de votre morphologie, mais également en fonction de la personne en face. Si c'est un grand mec, si c'est un petit gros, s'il est jeune, s'il est vieux, votre frappe va être différente. Donc finalement, l'art martial, dans le sens traditionnel, c'est l'art de la totale adaptation. Donc bien sûr, au début, on est obligé d'engranger des techniques, d'engranger une réflexologie qui est là pour se défaire d'une autre. Quand les gens commencent les arts martiaux, si l'adversaire lève le bras, ben, généralement les gens regardent en l'air, et dans ce cas-là, ils reçoivent un coup de pied en bas. Donc, progressivement, votre vision périphérique vous amène que quand quelqu'un lève le bras, vous voyez bien sûr le bras, puis vous voyez également les jambes. Donc, tout ça fait partie de l'apprentissage extérieur. Donc, vous apprenez des choses pour se défaire de certaines habitudes. Puis ensuite, il faut aussi se défaire de ce qu'on a appris, parce que ça ne tient pas la route non plus en situation inopinée. Et ça, tant qu'il y a une attente, tant qu'il y a je dirais même un espoir d'efficacité, cet espoir même réduit la disponibilité. C'est ce que je sens, c'est-à-dire qu'en fait, je sens que le concept même d'entraînement ne fait plus sens. Absolument, parce que finalement, on pourrait dire le seul entraînement, c'est être disponible. Ouais, et ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. Vous ne pouvez pas décider ce soir, quand vous allez aller au restaurant avec votre maîtresse, que vous allez être disponible si quelqu'un l'agresse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, la disponibilité. Donc, l'entraînement a une forme de beauté pour, en tout cas à un certain niveau, pour découvrir justement combien on est toujours dans l'anticipation, combien on est toujours dans la stratégie. Et dès que quelqu'un a une stratégie, on peut le lire. C'est pour ça que dans les arts chinois, par exemple, ce qu'on appelle le Tuishu, qui est un mouvement de main collante, on a ça dans le karaté du Okinawa, différemment, mais on touche tous le poignet de l'adversaire et on a des mouvements ensemble uniquement pour apprendre à lire, à ressentir. Quand quelqu'un veut quelque chose, quand il veut frapper, tout son corps anticipe cette frappe et donc on peut le sentir. Et quand ensuite vous l'avez suffisamment fait en touchant la personne, vous le faites à distance. Quand quelqu'un veut frapper, généralement il arme son bras, il bouge sa jambe,
sa pupille se rétrécit, il regarde, il va frapper, sauf s'il est bien entraîné, bien sûr. Donc, tout ce décodage de la situation fait partie de l'intelligence humaine. Les animaux l'ont naturellement. Nous, on est tellement conditionnés qu'il faut vraiment se réapproprier ça. Mais voyez-le, vous avez quitté le romantisme, c'est super. Vous avez quitté l'imaginaire que ça sert parce que ça peut servir, mais franchement, plus quand on sait se battre, bon, on sait encaisser les coups. Quand on sait encaisser les coups, quand quelqu'un m'agresse, je préfère aller à l'hôpital que l'envoyer lui à l'hôpital. Voilà. Donc, à un moment donné, même si ça sert, on ne s'en sert pas, sauf cas exceptionnel, si quelqu'un d'autre est agressé. Mais voilà, de nos jours, vous savez, il y a un mois, il y a des champions du monde de jiu-jitsu au Brésil qui a été poussé dans une boîte de nuit. Il a répondu, l'autre a sorti un revolver, il a abattu. Et il y a 2-3 ans, quelqu'un de la famille des Tracy a été bousculé aussi au Brésil. Il a couru après, il a fait le ultimate fighting. Il a couru après son adversaire, il a rejoint. L'autre a sorti un revolver et l'a tué. Donc, ça donne la limite des arts de combat. Donc, c'est super d'avoir quitté cet imaginaire. Et des fois, il faut un accident pour ça. À ce moment-là, voyez-le vraiment, ben oui, comme vous dites, comme une célébration. Vous pouvez faire autre chose, vous faites ça. Vous pouvez faire du chant, vous pouvez faire de la poésie. Apprenez à être de plus en plus disponible à l'environnement. Et quand on est disponible à l'attaque, on est disponible à la peur, à la jalousie, à l'angoisse, à la colère, au remords. Et cette disponibilité qui permet à ces émotions de progressivement se déployer en vous. Et quand ces émotions se déploient, elles se résorbent par la nature même des choses. Dans l'art de combat, quand il est utilisé pour stimuler en nous l'écoute, la disponibilité, ça devient un art traditionnel. L'art de combat qui est fait pour survivre est un art égotique. Pourquoi est-ce que ma vie serait supérieure à celle de l'autre? C'est un concept totalement de mégalomane. Donc, il peut y avoir des circonstances où le combat fait partie de la vie, et pas parce que je pense que ma vie est supérieure à l'autre. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'est bien d'avoir eu la chance de quitter l'imaginaire qui est énorme dans ces arts, comme dans la plupart des arts, bien sûr, mais un peu plus là, parce que finalement, comme la plupart des gens qui rentrent dans les arts de combat, ils rentrent par peur, pas besoin de survivre, pas besoin de force. Je dirais ça part de pas très loin. Et il faut beaucoup de chance et trouver également des gens de qualité qui enseignent pour arriver à passer au-delà de cet imaginaire et pour arriver à découvrir l'art en tant qu'art. Il faut se dire que l'art en tant qu'art, c'est quelque chose dans les arts martiaux qui est assez récent, il n'y a pas une tradition, parce que les arts martiaux ont toujours été faits pour survivre sur le champ de bataille. Voilà, infliger le maximum de problèmes à l'autre et le moins à son propre corps. Donc, ça a une valeur militaire. Mais le côté spirituel des arts martiaux, qui je pense est une invention assez récente, ne peut se faire que si on abandonne cet élément-là, c'est-à-dire ce fantasme de survie, ce fantasme de force. De toute manière, tôt ou tard, quand vous aurez 95 ans, vous poussera, vous tomberez, quelle que soit votre capacité. Donc, et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un accident, ils ont la vieillesse pour les aider à redevenir humbles, à redevenir à l'écoute. Mais la pratique, je dirais désintéressée, une pratique merveilleuse, il faut la débarrasser de tout son imaginaire qui est très fort, bien sûr, comme dans tous les yogas, le même imaginaire. Les gens qui font du yoga le font avec les mêmes fantasmes que les arts martiaux. Et pour aller mieux, pour survivre, pour être plus fort. C'est normal au début, mais progressivement, on se rend compte que c'est le contraire, c'est la faiblesse qui est le cœur de la vie, c'est la disponibilité qui est le cœur de la vie. La force est une forme d'arrogance qui n'amène qu'à des catastrophes. Donc, profitez de cette chance, puis bon entraînement. C'est super de travailler sans raison. C'est uniquement là qu'on trouve le cœur d'un art. Merci Eric. Merci à vous.
Bonsoir. En fait, il y a une sensation assez particulière que je ressens là dans mon cœur, qui a une chaleur qui m'envahit. Je ne sais pas pourquoi. Euh, bon, ça, je le relève parce que je le ressens. Euh, je suis assez troublée, mais c'est pas ça que je voulais poser comme question. J'ai été frappée par le nom de votre site Bhairava. Et je voulais savoir pourquoi, enfin, quelle est la signification que vous voulez, enfin, qui représente ce mot, Bhairava. Et puis, j'ai vu que vous avez mis toute une page sur la déesse Kali. J'ai pas pu lire, je n'arrivais plus à lire. Je sais pas, il y avait une certaine barrière qui m'empêchait de lire, sûrement une peur ou je ne sais pas. Et je voudrais savoir quelle est la signification ou symbolique de cette déesse. Merci. Vous savez, le nom Bhairava, on a pris ça, il faut avoir un nom pour faire un site. Donc on a pris ça de manière assez arbitraire. Et ce qu'il y a sur la déesse Kali dans mon site, j'en suis absolument pas conscient parce que je ne regarde jamais mon site. D'une amie qui fait ça, donc je ne savais pas qu'il y avait des choses sur la déesse Kali. Mais on va dire, le mot Bhairava a de nombreux sens. Dans l'Inde traditionnelle, Bhairava représente la forme libératrice de la conscience, représente, la conscience est représentée par, quand on la représente de manière anthropomorphique, sous l'aspect créateur, de maintenance, de destruction, de Brahma, Vishnu, Shiva. Et l'aspect de Shiva est l'aspect tamasite, c'est-à-dire ce qui dissout la matière, qui est représenté par l'énergie atomique. Et Bhairava est la forme, une des formes que prend Shiva dans sa destruction. La destruction veut dire quoi? La destruction de l'attachement, la destruction de la peur, la destruction de l'illusion, c'est la destruction de tout ce qui nous limite finalement. Et on va dire la déesse Kali, ben, vous savez, c'est exactement la même chose. Kali, c'est une des formes de la déesse. On va dire que d'un point de vue de l'iconographie indienne, la conscience est une, mais quand on voit la conscience, je dirais du point de vue relatif, on voit la conscience comme énergie. À ce moment-là, le dieu Shiva représente la conscience pure, et la Shakti, la déesse, représente la même conscience, mais on va dire du point de vue de l'espace-temps. À ce moment-là, la conscience de l'espace-temps est appelée Devi, c'est la déesse, en sens général. On dit dans la mythologie indienne que quand le cours du monde bascule vers des éléments obscurs qui font partie de la conscience, parce que le monde est représenté en Orient comme une espèce de combat entre la lumière et l'obscurité. Il y a les asuras et les devas, il y a les démons et les dieux. Et donc, quand le monde est tiré un peu plus vers l'obscurité, à ce moment-là, on demande à la déesse de rétablir l'ordre cosmique. Et à ce moment-là, chaque dieu va donner à la déesse une arme. Indra va donner son vajra, Shiva va donner son trident, etc. Vishnu va donner son chakra, etc. Et quand la déesse est représentée avec toutes les armes divines, on l'appelle Durga. Durga, c'est-à-dire l'inaccessible. Et Durga va entrer sur le champ de bataille pour combattre les démons, les asuras. Et quand la déesse tue un asura très important,
elle se rend compte que chaque goutte de sang, ça soit a été décapité, et chaque goutte de sang qui tombe, un autre asura sort. Un autre démon sort de cette goutte de sang. À ce moment-là, la déesse Durga devient Kali. Kali veut dire la noire, et Kali a une langue, très longue langue. Avec cette langue, elle va lécher toutes les gouttes de sang pour qu'il n'y ait plus de naissance de l'obscurité. Et quand Kali va tuer le démon Chamunda, à ce moment-là, elle va changer d'appellation, elle va s'appeler Chamunda. Et ensuite, les Chamunda vont être servis par des yoginis, qui sont des attendantes, ou des dakinis, qui représentent d'autres principes subalternes, on va dire, de la conscience. Donc là, Kali, c'est la forme de la conscience sous la forme de la destruction de l'obscurité. C'est pour ça qu'elle est considérée comme bénéfique. Kali est une déesse auspicieuse. Elle est maigre, il faut savoir quand même, l'esthétique indienne est une des formes plutôt voluptueuses, et surtout les seins, qui représentent la nourriture de la vie. Et Kali n'a pas de seins, des seins plats. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'elle n'a aucun dynamisme vers une manifestation potentielle. Il y a quelques représentations de Kali avec des seins pleins, mais c'est très rare. Et ensuite, quand Kali va devenir Chamunda, par contre, il n'y aura jamais plus de représentation de seins pleins de Chamunda, qui est la résorption de toute la manifestation dans le non manifesté. Donc, n'ayez pas peur des noms de déesses. La déesse ne détruit que l'illusion, c'est-à-dire l'image de soi-même, c'est-à-dire la peur, le désir, l'anxiété, l'anticipation, l'image du passé, l'image du futur. Donc, il n'y a que l'imaginaire qui est détruit. C'est pour ça que Kali est considérée comme auspicieuse dans la tradition indienne. Chamunda fait d'autres choses. Mais Kali est considérée comme une déesse auspicieuse. Donc, il n'y a rien de négatif. Ce n'est pas une destruction objective, c'est la destruction de l'imaginaire. Un peu comme le soir, comme la nuit détruit le jour. Ce n'est pas négatif. Le soir, la nuit mange le jour, de la même manière qu'elle mange l'ignorance. Donc, c'est simplement dans ce sens-là. Il y a de nombreux autres sens, mais on n'est pas là pour faire un cours d'indologie. En tout cas, c'est le sens essentiel. Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur mon site, sur la déesse Kali, donc je ne peux vraiment pas commenter, c'est pas moi qui l'ai vu. Ce qui me frappe, c'est que c'est l'effet que ça m'a fait, c'est que ça m'a frappé, cette comment dirais-je, cette représentation de la conscience. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui m'a interpellée, c'est que ça a eu un impact dans mes sensations. Peut-être que ça a relevé une peur profonde en moi. Toujours est-il, je vais juste relever un truc, c'est que j'ai une inhibition à aller, je sais pas, vers la lumière. Je sais, est-ce que je m'exprime bien? Je ne sais pas, mais par exemple, je sais que mon corps aime le yoga. J'ai fait un stage récemment de ça. Mais il y a comme une force en moi, peut-être une peur, qui me retient de me lancer sur ma voie. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Merci. Vous savez, il n'y a aucune raison de faire du yoga. Pourquoi vous voulez faire du yoga? Parce que je sens que je sens que j'ai besoin dans mon corps d'harmoniser mes énergies et qu'il y a une partie de moi qui sabote cette harmonie sciemment. Ce qui est important, c'est de sentir justement, sans commentaire, cette réticence que vous avez. Quand il y a une peur, ce n'est pas de quoi vous avez peur qui est important, c'est la peur qui est importante. Est-ce que vous avez peur de ça, vous avez peur d'autre chose, mais c'est toujours la même peur.
Donc, quand vous avez la chance d'avoir peur de quelque chose, vous devez sentir cette peur. Vous devez mettre l'accent sur ce qui vous fait peur, vous devez mettre l'accent sur le ressenti de la peur. Où est cette peur? Dans l'avant, dans la poitrine, dans le bas-ventre, dans la gorge. Vous devez le sentir, vous laissez faire pour se sentir. Et si vous sentez quelque chose qui sabote en vous une dynamique que vous imaginez être positive, sentez ce sabotage sans commentaire. Vous savez, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Vous n'êtes pas là pour rectifier votre vie. Vous n'êtes pas là pour lever vos blocages. Vous n'êtes pas là pour accomplir quoi que ce soit. Vous avez déjà accompli tout ce qu'il y avait à accomplir. Ce que vous êtes est parfait comme il est. Vous n'avez pas à vous parfaire. Vous n'êtes pas dans le fascisme yogique de vouloir devenir quoi que ce soit. Il n'y a rien à devenir dans la vie. De même que vous faire écraser, vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Donc, quittez ce fantasme de devenir. Et je pense que si vous sentez de plus en plus intimement, sans commentaire, sans jugement, cette force qui vous empêche, vous allez devenir intime avec ce mécanisme, avec ce ressenti. Vous allez voir qu'il y a toujours eu en vous ce ressenti, et ce ressenti va progressivement perdre de sa nécessité. Et ensuite, si vous êtes fait pour le yoga ou pour autre chose, vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Mais attendez rien de ça. La réorchestration finalement l'orchestration de la disponibilité n'est pas faite par des exercices. Il y a des milliers de gens qui font du yoga qui n'ont aucune disponibilité. Donc, c'est la disponibilité qui éventuellement va vous amener au yoga. Mais le yoga ne peut pas créer la disponibilité. Le yoga n'est pas un principe démocratique. Donc, ne regrettez pas de ne pas faire de yoga quand vous ne le faites pas. S'il y a des moments où quelque chose s'ouvre en vous par rapport à ça, laissez-vous inviter, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, attention de ne pas rentrer dans un yoga dynamique, dans un yoga volontaire, dans un yoga spirituel, dans un yoga d'arrivisme, qui veut vous purifier, qui veut vous transformer, parce que là, vous rentrez vraiment dans les imaginaires d'extrême mégalomanie. Le yoga est un art de transformation, c'est un art d'écoute, c'est l'art de vous rendre disponible à ce que vous êtes. Ce n'est pas pour vous transformer, parce qu'il n'y a rien à transformer, vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous devez voir cette perfection. Le yoga vous aider à voir cette perfection, mais ce n'est pas là pour vous transformer. Ne croyez pas ce qu'il y a dans les journaux de yoga. Donc, par contre, ressentez intimement cette force en vous qui vous empêche de faire ce que vous pensez être juste pour vous, sans commentaire. Vous avez cette pulsion en vous, elle est parfaite comme ça, vous en avez besoin encore, et puis un jour, vous n'allez plus en avoir besoin, et ça va vous quitter. Ça ne se fait pas malgré vous, ça se fait à travers vous. Donc, ne rentrez pas dans une espèce de lutte. Par contre, soyez affectueux avec vous-même. Vous n'êtes pas un terrain de combat. Vous n'êtes pas un terrain pour vous vaincre, pour vous maîtriser, pour vous améliorer. Vous êtes là pour vous aimer. Tant que vous êtes dans une optique de changement, de progression, de transformation, vous vous violentez. La vie est assez violente comme ça, ce n'est pas la peine de le faire en plus. Donc, rendez-vous compte combien dans la journée vous êtes en train de vous juger, de vous dire je dois changer ça, je ne dois plus être comme ça, vous ne devez rien du tout. Vous êtes comme vous devez être. Si on regarde la photo de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, de vos voisins, tout ce que vous avez, toute votre vie, vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes. Alors, on arrête le combat, on arrête l'imaginaire vers un futur glorieux, laissez ça au Parti communiste, et simplement devenez à l'écoute de votre fonctionnement. Il n'y a rien de plus profond que l'écoute, et l'écoute, ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous êtes naturellement. Donc, constatez intimement comment vous fonctionnez. Vous allez voir de cette constatation va éventuellement faire qu'un jour, si le yoga vous concerne, vous pourrez pratiquer. À ce moment-là, ce sera une pratique sans but, ce sera une pratique de célébration. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui font du yoga, il y en a qui font de l'art du sabre. C'est la même chose, c'est un remerciement. Et prenez pas le yoga comme une transformation, c'est vraiment des imaginaires.
Par contre, cet amour envers vous-même, et c'est pas grave parce que c'est pas que vous l'avez pas, mais si vous ne vous rendez pas compte, il y a ce profond amour envers vous-même, pas de critique. Vous êtes exactement comme vous devez être. Tout ce qui vous est arrivé était inévitable. Pas de bon du moral, on ne dit pas vous l'avez mérité, il n'y a pas de karma, c'est pas chose stupide. On ne mérite rien du tout. Et par contre, on est obligé de se soumettre à la réalité. Quand il fait froid, vous vous soumettez au froid. Quand il fait chaud, vous vous soumettez au chaud. Voilà. Quand on a eu des périodes difficiles dans sa vie, des périodes de violence, des périodes complexes, ça ne pouvait pas être autrement. La preuve, c'était comme ça. Il faut vivre de la réalité. Ce qui a été difficile à une époque, à un moment donné, vous allez voir, ça n'a plus besoin d'être difficile. C'est fini, c'est passé. Des choses jeunes, vous n'avez pas pu les accepter, c'est normal. À un moment donné, on grandit et on accepte ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est fini, c'est passé. Et quand vous acceptez le passé vous quitte. À ce moment-là, vous allez voir, le présent est toujours inédit. Il n'y a jamais de répétition. Sauf dans notre imaginaire, on pense toujours, on répète les mêmes choses, c'est qu'on regarde mal. Votre chambre est toujours différente, votre chien est toujours différent, votre voiture est toujours différente, votre voisin est toujours différent, vous êtes toujours différent. Quand on dit je suis comme ça, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes aussi comme ça, bien sûr. Mais le changement est constant. Donc il faut découvrir pour vous cette affection vers vous-même, et c'est de cette affection que l'écoute se fait. Et quand vous allez vraiment écouter votre fonctionnement sans jugement, sans le fantasme je devrais pas, mais vous ne devrez rien du tout. Faites connaissance avec vous-même, intimement, et vous allez voir ce mécanisme, quand vous voulez quelque chose, vous empêchez de le faire, vient de, finalement, c'est une projection d'un échec. Vous voulez quelque chose parce que vous pensez peut-être qu'il y a un espoir, mais en même temps, vous êtes intelligent. Et vous vous dites, oui, mais si ça ne marche pas, ça sera tellement terrible, vous préférez pas le faire pour ne pas avoir l'échec. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, tous les êtres humains ont ça plus ou moins. Donc, vous voyez ce mécanisme. Donc, ce n'est pas grave, vous voulez quelque chose, ce n'est pas grave, vous empêchez de le vouloir. Par contre, soyez de plus en plus intime avec le mécanisme. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à obtenir dans la vie. Donc, vous n'allez plus avoir la dynamique vers les choses. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus la dynamique de vous empêcher par peur de l'échec. Parce que vous allez comprendre qu'il n'y a ni échec ni réussite. Ça existe dans les mauvais romans, ça existe au cinéma. Que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. La naissance n'est pas de réussite, la mort n'est pas un échec. Le reste non plus. Les mariages ne sont pas de réussite, les divorces ne sont pas d'échec. C'est notre imaginaire bourgeois qui nous fait inventer un monde comme ça. La vie est impensable, elle est intensité. Pour découvrir cette intensité, il faut écouter. Donc, écoutez de plus en plus votre fonctionnement, et ensuite, vous aussi du yoga ou non, c'est vraiment pas le problème. Si vous le faites sans attente, sans espoir, vraiment comme un art, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et c'est là que vous allez trouver la profondeur d'un art. Si vous le faites pour quelque chose, vous allez être déçu. 3 ans après, vous ferez du tai chi, 3 ans après, vous ferez du qigong, 3 ans après, vous ferez bouddhiste, etc. Attendez rien de la vie, attendez rien de personne, et attendez rien de vous-même. Parce qu'on est toujours déçu. Donc quand on n'attend plus rien, la vie est belle, facile. Il ne faut rien attendre. De personne ne souffre pas de soi-même. Merci, merci. Merci à vous. Bonsoir Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler du lâcher-prise, de l'abandon du contrôle devant l'émotion, s'il vous plaît? Finalement, ce qu'on appelle lâcher prise ou contrôle, c'est deux concepts qu'on surimpose à la réalité. En réalité, il peut y avoir de lâcher prise parce qu'il n'y a pas de contrôle possible. Le contrôle est imaginaire.
parce qu'on ne décide pas ce qu'on fait. Vous êtes mu par quelque chose. Et ensuite, vous agissez. Et l'action est créée par cette dynamique. L'action n'est pas décidée conceptuellement. Donc, quand des fois vous dites je contrôle la situation, ou quand d'autres fois vous dites je me laisse aller, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement. Évidemment, vous ne pouvez pas ne pas vouloir contrôler. Il y a des moments, il y a une plus grande disponibilité, vous pouvez vous laisser aller. Et quand vous vous laissez aller, si la situation va un cran un peu plus haut, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir vous laisser aller. Et puis vous mûrissez avec la vie. Et il y a 5 ans, vous disiez vous étiez un imbécile, vous enviez la personne à l'hôpital. Peut-être maintenant, vous dites vous êtes un imbécile, vous allez sourire. Et par contre, peut-être si on vous donne une gifle, vous envoyez la personne à l'hôpital. Et peut-être dans 5 ans, même si on vous donne une gifle, vous allez sourire, vous n'allez pas envoyer la personne à l'hôpital. Donc, la progression de la disponibilité n'est pas quelque chose qu'on peut décider, n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, c'est quelque chose qu'on va constater. Vous allez constater qu'à une époque, telle situation vous rendez très violent, et maintenant, finalement, c'est assez léger pour vous. Et maintenant, ce qui vous rend violent, peut-être dans quelques temps, vous verrez, c'est pas si grave que ça. Donc, c'est plutôt de voir comment on fonctionne. Parce que lâcher prise des contrôles, c'est vraiment 2 surimpositions. En vérité, le corps, les expériences en Amérique, Benjamin Libet a prouvé que l'action commence avant l'intention. C'est des expériences très intéressantes qui ont été faites en Californie et ils mesuraient toutes les différentes activités électriques dans les différentes zones du cerveau. Et donc, ils montrent à quelqu'un des images et dans l'image, il y a la possibilité de se lever. Et donc, la personne décide de se lever. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette expérience, il a pu prouver que la zone du cerveau du mouvement, de se lever, est activée avant la zone de l'intention de se lever. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez vous lever que vous vous levez, c'est parce que vous vous levez que vous voulez vous lever. Donc, la décision est un imaginaire. En vérité, votre corps, vous allez dans une boîte de nuit, vous regardez 10 femmes ou 10 hommes, un peu beaucoup, vous décidez de parler à celui-là, vous draguez celui-là, vous n'avez pas décidé. Si votre mère est avec vous, elle sait très bien avant vous qui vous allez aller voir. Donc, quand vous dites j'ai décidé, c'est pas vrai, ça s'est décidé en vous, malgré vous. Et ensuite, comme on a très peur de départ de contrôle, comme on a été éduqué qu'il fallait savoir ce qu'on fait, à ce moment-là, vous dites, bien sûr, j'ai décidé de séduire telle personne, j'ai décidé de voler telle voiture. Non, non, ça s'est fait malgré vous, c'est pas une décision. Donc, vous allez voir que le lâcher-prise et le contrôle, c'est 2 mots qu'on surimpose à quelque chose qui est impensable. Parce que la vie est impensable. Le corps humain est impensable, on ne peut pas comprendre le corps. Donc, c'est important d'arrêter de surimposer des mots, quelle que soit leur beauté poétique, à une réalité qui ne pourra jamais être comprise conceptuellement. Donc, tôt ou tard, l'idée du lâcher-prise, l'idée du contrôle va vraiment vous quitter. Mais ça se fait malgré vous. C'est un peu comme un boxeur qui va s'entraîner, puis s'il y a ça en face, il fait ça, il fait ça. Et puis un jour, quand il va entrer dans un vrai combat, il va agir fonctionnellement, si on lui demande pourquoi il a fait ça, il ne sait pas pourquoi. Il a fait ça parce que c'est l'adversaire qui a demandé ça, finalement. Un boxeur se soumet à son adversaire. Ce n'est pas lui qui décide, c'est l'adversaire qui décide quand on doit le frapper, où on doit le frapper. Le boxeur qui veut quelque chose, comme on disait tout à l'heure, va être détectable. Si on veut quelque chose, l'adversaire va sentir ce que vous voulez. Si vous ne voulez rien, vous devenez un combattant fonctionnel. Donc la vie est comme ça. C'est toujours la disponibilité sans commentaire qui va devenir essentielle. Donc, je contrôle ou je lâche prise, je dirais c'est ces 2 étapes imaginaires fonctionnelles. Au début, on a l'impression qu'on agit, on a l'impression que je tiens.
Et comme on a cette impression, souvent on a l'impression, mais je ne tiens plus, je lâche. Et à un moment donné, ça va être coiffé pour autre chose, dans lequel le contrôle extérieur peut des fois avoir sa place, dans lequel le lâcher-prise extérieur peut des fois avoir sa place. Et ça va être en fonction des situations, parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a rien de faux dans le contrôle, il n'y a rien de juste dans le lâcher-prise. C'est la situation qui va s'imposer organiquement. C'est un peu, si on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire quand à 200 à l'heure vous dérapez sur le route, est-ce qu'il faut rattraper comme ça ou comme ça? C'est l'ensemble de la situation, c'est votre capacité, c'est la technologie de la voiture, c'est l'état de la route, c'est s'il y a des gens en face, c'est le temps, c'est tout ça qui fait qu'en un seul instant, vous allez lâcher ou vous allez contrôler. Ça se fait malgré vous. Et la vie, c'est un dérapage de 200 à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais anticiper, on ne peut jamais savoir ce qu'il faut faire. Par contre, on s'aperçoit que des fois, on se laisse faire par la situation, on est fonctionnel, et des fois, on a ce sentiment de contrôle, de résistance, et on le vit comme un fonctionnel. Mais même à ce moment-là, quand vous regardez les moments où vous avez résisté dans votre vie, et que on vous juge en disant, mais là, j'ai résisté, là, j'ai contrôlé, j'aurais dû lâcher. Et non, vous n'auriez pas pu lâcher. Voilà. Quand vous êtes jeune, quand vous avez 15 ans, oui, tu es un imbécile, vous ne pouvez pas ne pas vous sentir agressé. Quand vous croyez fort, quand vous dites, mais tu es un lâche, tu es faible, vous ne pouvez pas vous sentir agressé. Chaque fois que vous pensez quelque chose de vous-même, vous êtes agressable. Au moment donné, vous ne pensez plus rien de vous-même. Donc, si on vous dit, vous avez raison, tu as raison, tu as tort, tu es un lâche, tu es fort, tu as raison, vous écoutez ça, vous comprenez que l'autre le voit comme ça, mais là, c'est une agression pour vous. Donc, quand il y a le contrôle, on va faire autrement. L'enfant est obligé de s'approprier le monde sous une forme de contrôle. Il faut qu'il s'approprie d'abord les idées de ses parents, s'il en a. Ensuite, il faut qu'il conteste les idées de ses parents. Ensuite, il faut qu'il fasse comme ses parents, il fasse comme la société lui dit. L'enfant n'a pas le choix. Ensuite, l'enfant va mûrir et à un moment donné, il n'était plus besoin de faire ce que mes parents me disaient, de faire ce que la société me disait de faire. Mais je me suis approprié le monde comme ça. Donc, les moments de contrôle, ce qu'on appelle l'éducation, finalement, l'appropriation d'un savoir, d'une capacité, c'est inévitable. Uniquement, on est en voie de la limite. Et si vous faites de la course automobile, le contrôle va être remplacé progressivement par lâcher prise. C'est moins dangereux. Si vous faites de la boxe, c'est la même chose. Donc, mais quand il y a un contrôle, on ne peut pas ne pas l'avoir. Donc, il ne faut pas du tout réagir comme on doit contrôler, pas du tout sans vouloir, pas penser qu'on a tort, et voir comment on fait, sentir sa résistance dans le corps, dans la mâchoire, dans la poitrine, dans le ventre. Et au plus on sent le contrôle, au plus on est le contrôle va devenir inutile. Donc, c'est un processus organique. Il n'y a pas pour moi de choix de l'un par rapport à l'autre. C'est deux processus, c'est deux moments d'un même processus. Puis on va s'apercevoir que même quand il y a des contrôles, c'est une forme de lâcher prise parce que ce qui est là ne peut pas ne pas être. Donc il n'y a plus de. C'est plus ni l'un ni l'autre. Il y a un fait d'intensité d'une situation qui peut de l'extérieur être vu comme un contrôle, comme un lâcher prise, mais de l'intérieur, c'est vraiment la même chose. C'est une intensité qui est là. Bonsoir. J'ai une question, moi, c'était est-ce qu'on peut avoir un éveil spirituel avec les antidépresseurs? Voilà. La question qui me paraît plus importante, est-ce qu'on peut avoir un éveil spirituel tout court sans antidépresseurs? Généralement, les gens qui ont un éveil spirituel devraient prendre des antidépresseurs parce que leur éveil est une forme d'imaginaire et peut-être des bons antidépresseurs pourraient les ramener à une réalité beaucoup plus fonctionnelle. Donc, moi, je n'ai pas peur des antidépresseurs, ça fait partie des outils de la vie. Vous savez, quand vous mangez la nourriture moderne, plein de produits dramatiquement complexes aussi pour notre, etc. Quand vous respirez, l'air pollué, quand vous passez sur les piliers électriques, quand vous utilisez votre téléphone, quand vous mettez devant un écran d'ordinateur, tous les antidépresseurs ont bon dos, mais franchement, il est beaucoup plus dangereux que ça.
Il y a même des gens qui tombent amoureux, il y a même des gens qui ont des chagrins d'amour, il y a même des gens qui sont malheureux quand l'équipe de football perd un match, il y a même des gens qui sont... Oui, il y a des tas de choses beaucoup plus graves que les antidépresseurs. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est un problème médical, donc je n'ai pas de compétences là-dedans. Et en aucun cas, ça va ni lever, ni améliorer quelque chose qui n'existe pas. L'éveil, c'est une denrée commerciale de nos jours. Et voilà. Il y a beaucoup de chômage, donc il y a beaucoup d'éveillés, on est content pour eux. Mais à un moment donné, on quitte cet imaginaire. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste l'écoute, et dans cette écoute, vous allez découvrir votre fonctionnement légèrement, humblement, intensément. Et là, il n'y a pas besoin d'éveil, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, il y a besoin simplement d'écouter la vie. La vie, c'est une écoute. Donc, n'ayez pas peur de manquer un imaginaire pathologique par les antidépresseurs. Par contre, c'est quelque chose de sérieux, l'antidépresseur, c'est une médication complexe. Donc, il faut qu'il soit donné par quelqu'un de compétent. Voilà, et ça, je ne sais pas du tout de mon domaine, mais n'ayez pas peur de ça. Je trouve que les gens qui tombent amoureux d'un chagrin d'amour sont beaucoup plus en danger de vivre une vie misérable et malheureuse pour rien que les gens qui prennent des antidépresseurs. Et vraiment, tous ceux qui se croient éveillés, par contre, je pense que si vous avez pris des antidépresseurs, il serait beaucoup plus clair. Merci. Merci à vous. Bonsoir Eric. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Alors je me lance. Quand j'avais 10 ans à peu près, mon grand-père est venu se suicider chez ma mère. Il est venu se tirer une balle. Et donc ce drame m'a été caché. On m'a menti pendant des dizaines d'années. Et j'en suis à un point où je me dis qu'évidemment, en tant qu'enfant, j'ai dû vivre des émotions pas possibles à ce moment-là. Et ces émotions n'ont pas pu se vivre puisqu'on m'a caché ce drame. Et comme par hasard, là maintenant j'ai 50 ans, et comme par hasard, je ne fais aucune confiance à mon ressenti. Quand je ressens une émotion, je m'en méfie. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal à suivre mon intuition, à suivre mon ressenti. Et du coup, j'aimerais en fait, alors je ne sais pas, déjà vous allez me dire, est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Mais peut-être je me dis qu'une solution, ce serait d'essayer de revivre cette émotion qu'on ne m'a pas laissé vivre à cette période. Et si à votre avis, ça a un intérêt d'essayer de faire ça, comment le faire? Comment je pourrais ressentir dans mon corps maintenant peut-être ce que j'ai ressenti à cette époque-là pour enfin libérer tout ça? Vous savez, si on vous a caché votre grand-père comme ça, il n'y a pas forcément d'émotion. On vous a dit qu'il était parti à la pêche, qu'il était parti en mer, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais vous n'avez pas forcément senti quelque chose de dramatique. D'abord, il n'y a rien de dramatique dans la vie. Qu'il soit suicidé, qu'il soit fait manger par un renard ou qu'il soit fait écraser par une voiture, je veux dire, en soi, la chose est vraiment neutre. Donc, je comprends que dans la famille, parce que les familles bourgeoises, oui, le suicide était mal vu à une époque, donc voilà, on a un peu caché ça aux gens, je comprends, ça me paraît tout à fait légitime et fonctionnel, mais pourquoi penser avoir eu un traumatisme de sa mort? Peut-être que oui, vous avez été très lié à lui, vous avez peut-être eu un manque affectif, voilà, quand on a quelqu'un qui a lié, il y a un manque affectif, mais franchement, qu'il ait été mangé par un requin, qu'il soit suicidé ou que le voisin l'ait égorgé, si on vous l'avait dit, peut-être qu'il y aurait eu des images, chacun, voilà, qui aurait pu jouer, mais si on ne vous l'a pas dit, vous n'imaginez pas que ça vous a affecté autrement. C'est pas dire un grand-père, c'est fait pour mourir. Donc, voilà, c'est. Alors, bien sûr, l'image,
peut marquer. Moi, j'ai une chose très amusante, je me rappelle, j'avais été marqué, mais mon grand-père était cardiaque et après un repas, il mangeait un peu trop et il avait une crise cardiaque. On était seul avec sa grand-mère, sa mère, sa femme, ma grand-mère et moi. J'étais 7-8 ans, je pense. J'étais à la campagne l'été, il n'y a pas de téléphone à l'époque, bien sûr. Et mon grand-père s'allonge et ma grand-mère me dit, mais ton grand-père est en train de mourir, je ne veux pas que tu vois ça, va attendre dehors dans le jardin. J'étais un peu triste, je suis mon grand-père, bon, il va mourir. Et puis, 10 minutes après, mon grand-père sort et me dit, ah mon pauvre enfant, ta grand-mère vient de mourir. Et c'était un peu un choc. Elle est morte de peur qu'il meure, donc elle est morte de rien, elle est vraiment morte. Lui, après, elle a une belle vie encore. Et donc, effectivement, moi, par exemple, là, ça m'a marqué, mais c'était un peu la surprise de, pendant 10 minutes, penser que mon grand-père était mort et de voir venir que c'est la grand-mère qui est morte. Donc, voilà, il ne s'est pas pendu, elle ne s'est pas pendue, ça aurait été plus décoratif, mais il n'y a pas forcément un drame dans ce genre de choses. Moi, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher. Si par contre, vous avez des rêves, si vous avez il y aurait des preuves d'un traumatisme, je dirais pourquoi pas, mais ça, c'est une affaire de psychologie. Et comment l'aborder, ça, il y a des milliers de thérapies, je suis incompétent là-dedans, concernant de nouvelles thérapies. Je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut avoir un bon thérapeute, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, parce que s'ils sont mauvais, c'est pas brillant, mais s'ils sont bons, quelle que soit leur technologie, le résultat sera brillant. Et s'ils ne sont pas brillants, même si leur technologie est remarquable, ce ne sera pas brillant. Mais je ne vois pas de nécessité en soi de chercher ça. Ce qui me paraît plus important pour vous, c'est de voir dans votre vie actuelle, qu'est-ce que, ben voilà, vous dites que vous avez une difficulté avec les émotions, vous ne faites pas confiance, mais il n'y a pas à faire confiance. Moi, quand j'ai peur, je ne dis pas je fais confiance ou non, je sens la peur dans mon ventre, dans ma gorge, etc. Si je sens la jalousie, je ne dis pas est-ce que je fais confiance, non, je sens que j'ai jalousie dans mon ventre. Je ne dis pas est-ce que j'ai raison ou j'ai tort, non. Ce qu'on sent, on ne peut pas faire autrement. Quand quelqu'un a peur, il n'a pas raison, il n'a pas tort. Il y a des gens qui voient une souris, ils ont peur. C'est une vraie peur. Je ne vais pas leur dire, mais pourquoi tu as peur d'une souris, etc. Moi, je vais peur d'autre chose, ils n'auront pas peur de cette chose-là. Donc, ce qui est important, c'est la peur, ce n'est pas la souris. Ce qui est important, c'est l'émotion. Ce n'est pas la cause de l'émotion. Donc, si dans votre vie fonctionnelle, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté de sentir l'émotion, ben oui, ça, par contre, ça me paraît un terrain d'exploration important. Si dans ce terrain d'exploration, on a des images du passé, donc on vous a dit que votre grand-père était parti, s'était remarié ou était à la chasse, pourquoi pas, mais je ne pense pas en soi que ce soit traumatisant. Peut-être vos parents étaient traumatisés par ça, c'est vraisemblable, mais on ne porte pas le traumatisme de ses parents. Je veux dire, vous l'avez sûrement senti, c'est normal, ma mère était traumatisée de plein de choses, et je l'ai sûrement senti, mais je n'ai jamais senti la nécessité de chercher comment ça m'avait marqué ou non. Voilà, c'est dans ma vie affective actuelle que je pourrais vous dire, mais finalement, ça peut être. Je me rends compte que mon père était des fois comme ça, que ma mère était comme ça. Effectivement, peut-être ça a joué, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout le passé. Le passé, c'est mort, c'est fini. Pendant sa mort, c'est fini. La vie, elle est maintenant. Donc, peut-être être à l'écoute des émotions, mais il n'y a pas vraiment à faire confiance ou non. Moi, quand j'ai peur, je ne me dis pas est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou non. Non, je sens la peur dans le ventre, dans la gorge, etc. Et c'est ça c'est là que l'intimité avec la vie commence. Quand vous êtes jaloux, quand vous êtes rancunier, quand vous êtes agacé par quelqu'un, quand vous ne supportez pas ce que quelqu'un vous a fait, vous a dit, c'est super. Donc, on voit en soi comment on fonctionne tactilement, vraiment sensoriellement, un peu comme celui d'écrire un roman sur cette émotion. Et voilà, vous avez peur et vous écrivez un roman sur un homme qui a peur, mais comment il sent la peur. Décrivez comment il sent la peur. S'ils sont dans le ventre, dans la poitrine, il a plutôt un corps sèche, les jambes qui tremblent, il a chaud, il a froid. Donc cette exploration tactile nécessite aucune remémorisation du passé, aucune justification, aucune compréhension, et simplement une forme de simplicité tactile
Je pense que là, il y a un immense espace d'exploration. Et si vous sentez, et ça peut être tout à fait légitime, pour les revisiter des éléments du passé, alors ça, moi, ce ne sera pas, je ne peux pas vous dire dans ce sens-là, on rentre dans le domaine de la psychologie, qui a tout à fait sa place, des fois. Et ça, il faut trouver un bon psychologue. Et le bon psychologue, c'est celui, quand vous le quittez, et vous vous sentez vraiment bien, vous sentez la vie plus facile. Même s'il est moche, même s'il est un peu con, même s'il dit des choses pas très sympas, plutôt que le psychologue beau, brillant, qui dit des choses magnifiques, ah oui, vraiment, c'est stimulant. Et quand vous sortez de là, quand vous voyez votre femme, vous sentez qu'elle est un peu trop maquillée, que vous pensez qu'elle aime un peu trop le voisin, de nouveau, vous sentez la réaction en vous. Vous vous sentez bien quand on quitte un thérapeute, comme un médecin. Quand vous sentez d'un bon médecin, avant d'aller acheter les médicaments, vous vous sentez mieux. C'est-à-dire que c'est un bon médecin. Si vous ne vous sentez pas mieux avant d'acheter les médicaments, changez de médecin. Voilà. C'est très important de rapport direct avec le thérapeute. On doit se sentir mieux quand on le quitte. Le thérapeute ou le psychologue incarne la santé symboliquement et ça va se refléter en vous. Si vous êtes minérable en sortant d'un thérapeute, pour changer de thérapeute. Alors, bonne chance pour trouver un bon thérapeute. Et le gars ne peut pas dans cette exploration-là, mais ça peut tout à fait avoir sa place. Et je ne pense pas qu'il y ait nécessité que vous ayez été traumatisé parce que D'accord. pas savoir que votre grand-père a été pendu ou s'est fait dévorer par une orque. Voilà. Bon, vous n'êtes pas un thérapeute, mais je me sens mieux. Merci. Merci à vous. Bonsoir Eric. Je voulais poser une question par rapport au sommeil. En ce moment, je me réveille la nuit en sursaut et je me sens en panique. Je sens mon cœur qui bat fort et qui est serré, mes côtes qui sont serrées et je me sens épuisée. Et je me demandais comment accompagner mon système nerveux dans ce qu'il est en train de vivre. C'est difficile de répondre en général, mais vous devez examiner toute votre vie. Quand il y a ce genre de réaction la nuit, ça veut dire que l'ensemble de votre vie vous apparaît comme étant complexe, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. La complexité, c'est une manière de regarder les choses. Alors, vous êtes intelligent, donc à vous de regarder finalement qu'est-ce qui vous empêche. Parce que sinon, ça va ressortir la nuit, bien sûr. Alors, bien sûr, mangez peu le soir, ou mâchez énormément ce que vous mangez. Prenez une douche tiède, finissez par le froid, c'est important pour bien dormir. Voilà, chez vous loin des repas, n'avez pas la télévision en ce moment. Évitez les romans d'amour. Voilà, mais ça c'est l'extérieur. Ensuite, la vie c'est un approfondissement. Donc c'est ce que vous décrivez, effectivement, c'est qu'il y a une problématique qui n'est pas encore totalement vécue, mais vous êtes intime avec vous-même, donc je dirais explorer. Franchement, on ne peut rien vous dire d'autre que ça. Il n'y a pas de technique d'exploration. Vous voyez vraiment plus en plus intimement comment vous fonctionnez avec vous-même et avec les autres. Et il n'y a pas de technicité. Si vous connaissez le yoga, c'est vrai que de rendre le corps disponible, si vous travaillez d'une non violente, ça peut qu'aider, etc. Mais ce n'est pas un moyen. C'est ça stimule, on va dire, la disponibilité si c'est vraiment fait de manière non violente. Le plus important que ça, pour moi, c'est l'écoute. On veut vraiment voir d'instant en instant comment vous fonctionnez, quand il y a un espoir, donc après quand il y a un désespoir, quand il y a une attente, donc quand il y a après une frustration, quand vous cherchez de la situation, donc après vous allez être déçu par la situation, à ce moment vous cherchez une autre situation, mais
toutes les situations vont vous décevoir, parce que ce que vous cherchez, c'est la tranquillité, et la tranquillité ne se trouve pas dans les situations. Donc, il faut arrêter cette recherche éperdue de la situation tranquille, la situation juste. La situation juste, c'est l'écoute. Quand vous allez découvrir cette écoute en vous, toutes les situations vont vous sembler justes, même quand elles sont injustes extérieurement. Et tant qu'il n'y a pas cette écoute, même les situations qui vous semblent justes, on va les vivre comme injustes. Parce que on demande toujours à la situation la tranquillité. Et la tranquillité, aucune situation ne peut vous la donner. Il y aura toujours frustration, toujours rancœur, et le sommeil va bien sûr s'en ressentir. Vous pouvez arriver tôt ou tard à cette évidence de rien demander à la vie. Voilà. Peut-être demain, vous allez vous faire écraser, demain, on va faire une bombe russe sur la tête. Vous n'avez pas le temps de vous changer, vous n'avez pas le temps de faire une thérapie, vous n'avez pas le temps de faire du yoga, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas le temps? Vous donnez à l'intensité. Pas comment vous serez, pas comment vous devrez être, mais comment vous êtes. Donc, vous êtes assis sur votre chaise, sur votre tapis, explorez le ressenti du corps, sans commentaire. Je ne sais pas, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de spirituel, je ne cherche rien du tout, et simplement ressentez ce qui est là, quand il y a la peur, quand il y a l'anxiété, vraiment le sentir dans le ventre, dans la poitrine, dans le plexus pour vous, dans la gorge, dans le dos, dans les mâchoires, dans les yeux, dans les mains. C'est totalement faire sensuellement. C'est la seule voie. Tout le reste, ça va être un peu des ajournements. Pour faire une technique pour aller mieux là, puis ça va aller moins bien ailleurs, puis vous allez faire ça. Donc, voilà, il y a des gens qui passent leur vie à changer de technique. Les techniques de mieux-être n'amènent pas à mieux-être, ça amène à ajourner finalement la problématique. Vous êtes condamné à être intime à vous-même. La vie ne vous donne pas d'autres possibilités. Tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. C'est super. C'est une grâce. Ça veut dire que vous avez un thème astrologique très auspicieux. Les gens qui ont un thème tout réussi, c'est des thèmes malheureux. Ils passent à côté de leur vie. Ils pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une femme, un chien, une maîtresse, une voiture, un mari, une maison, un futur. Et leur vie est à côté d'eux-mêmes. Vous avez la chance que tout ce que vous faites vous lâche. C'est super. C'est ça qu'on appelle la grâce en moi. Donc profitez de cette grâce, revenez vers vous-même, écoutez-vous intimement avec ardeur, avec passion. La solution est uniquement là. Elle n'est pas dans ce que vous faites, elle n'est pas dans changer quoi que ce soit, il n'y a rien à changer dans vos comportements. Elle est à voir, quand vous allez voir qu'il n'y a rien à changer, et là tout va changer. C'est là. Vous êtes condamné à ça, donc laissez-vous faire. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ma question concerne, j'ai l'impression que dans ma vie personnelle, avec le temps et avec la pratique, il y a moins d'attente, plus de facilité, plus de laisser-aller. Et c'est dans la sphère professionnelle que je rencontre des difficultés. Là, je vois qu'il y a de l'attente, je vois qu'il y a des objectifs à atteindre, qu'il y a quelque chose à produire. Et du coup, ça me met en difficulté parce que c'est des attentes que je me mets moi, mais que mes employeurs attendent aussi. Et je n'arrive pas à lier. C'est un lieu dans lequel, c'est une sphère dans laquelle, du coup, ce qui me paraît simple le reste du temps me paraît compliqué là. Voilà. Pas vraiment de questions, mais
cherchez pas de transposer le pressentiment qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie professionnelle. C'est un peu comme quand vous jouez au tennis, quand vous jouez aux échecs, il n'y a rien de pire que d'avoir un partenaire qui ne veut pas gagner. Parce que ce n'est pas possible de jouer. Quand vous jouez aux échecs, si vous jouez avec quelqu'un qui ne cherche pas à gagner, vous ne pouvez pas jouer. Le jeu demande la dynamique. Le jeu est créé par la dynamique, et dans la dynamique implique un gagnant et un perdant. Ce n'est pas pour ça que vous voulez gagner, mais il faut faire comme si vous vouliez gagner. C'est pour ça que les bons joueurs d'échecs jouent toujours contre eux-mêmes. Ils jouent les blancs, puis ils se tournent, puis ils jouent les noirs. Et quand ils jouent les noirs, ils veulent gagner. Puis quand ils se tournent, quand ils jouent les blancs, ils veulent gagner. Ça, c'est très important. Ça s'appelle la vie. Quand vous vous occupez d'un jardin, vous savez que tout est égal, mais il y a des bonnes plantes et des mauvaises plantes. Vous tuez les mauvaises plantes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes plantes et des mauvaises plantes. Et quand on s'occupe d'un jardin, on doit massacrer constamment des plantes. On doit massacrer constamment des animaux. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que vous pensez que c'est juste. Non, vous ne pensez pas. C'est une fonctionnalité. Donc, quand vous travaillez, que vos patrons disent qu'il faut arriver là, qu'il y a un effort, c'est légitime. Si demain vous êtes enrôlé pour faire la guerre, comme on fait une guerre, etc., il faut jouer la guerre comme si on voulait la gagner, etc. Pour ça, il faut tuer des gens. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un respect pour eux. Ça ne veut pas dire que vous pensez que votre cause est plus juste, mais ça veut dire que vous êtes à la guerre et par respect pour vos camarades. Il faut tuer des gens en face, sinon ils vont tuer vos camarades. Vous ne les préférez pas, vous ne les détestez pas, vous faites ce qu'il y a à faire. Quand vous marchez dans une forêt, vous tuez des tas d'animaux, des tas de petites fourmis, qui sont absolument adorables. C'est pas grave, c'est la vie. Donc, dans l'activité professionnelle, c'est pas grave si vous devez écraser des fourmis, si vous devez écraser des concurrents. Uniquement, il va y avoir une fête de fonctionnalité qui va faire. Vous faites ce qui est possible. Vos patrons demandent ça, vous entendez leur demande, c'est légitime, il va faire fonctionner un édifice. Et là-dedans, vous faites ce qui s'impose organiquement. Il y a des gens qui seraient plus arrivistes que vous, ils seraient plus méchants. Il y en a qui le seraient moins, ils seraient moins. Si ensuite vos patrons considèrent que vous n'êtes pas assez méchant, ils tireront les conclusions, qu'elles vous pouvez changer de travail. Ici, par rapport à leur imaginaire, vous êtes assez méchant, peut-être vous allez avoir une augmentation. Mais ce que vous devez faire, c'est être fonctionnel. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez vous, c'est fini. Vous avez joué aux échecs, vous avez joué au tennis, que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, c'est pareil. Vous quittez votre travail, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Quelqu'un de plus brillant aurait fait mieux, quelqu'un de moins brillant aurait fait moins bien, vous avez fait ce que vous pouvez faire. En plein combat de boxe, faites ce que vous pouvez. Si vous prenez un meilleur, c'est vous qui perdez. S'il est moins bon, c'est lui qui perd. Vous n'êtes pas responsable de la qualité de votre partenaire, vous n'êtes pas responsable de votre environnement de travail. Donc, cherchez rien là-dedans, donc gardez cette disponibilité, mais vous allez exprimer cette non-recherche, des fois par la violence. Des fois, quand vous jouez au football avec vos enfants, il faut, oui, si vous dites, ah oui, mais ça ne m'intéresse pas de gagner, personne ne veut jouer avec quelqu'un qui ne veut pas gagner. Donc c'est un jeu, la vie. Donc au travail, vous faites comme si vous voulez gagner une part de marché. Au football, vous faites comme si vous voulez gagner le match, par respect pour le partenaire, par respect pour votre environnement. Ce n'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de vous approprier psychologiquement l'élément, et si demain vous perdez une part de marché, vous n'êtes pas obligé d'être désespéré le soir, de faire la tête à votre femme. Si votre patron vous félicite parce que les autres ont été moins bons que vous vous rendez compte que ce n'est pas de votre dû si vous êtes été moins bon, etc. C'est normal qu'il vous félicite, et le soir, vous n'avez rien gagné psychologiquement. Donc, si vous êtes libre de leurs commentaires, vous allez trouver une fonctionnalité. Mais ça, c'est votre intimité. Par contre, de l'extérieur, oui, quand on joue au tennis, on essaie de gagner. Quand on a une entreprise, on essaie qu'elle prospère. Ça fait partie, quand on fait la guerre, on essaie de la gagner aussi. C'est une sorte de respect, finalement, je pense, avec l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on s'approprie l'idéologie de l'environnement. Et par contre, il faut avoir une fonctionnalité. Si vous faites de la lutte, votre partenaire, si vous dites, ah, mais tu sais, je fais de la lutte, je ne veux pas gagner,
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'amuser de lutter avec vous. Par contre, vous ne gagnez rien quand vous gagnez, vous ne perdez rien quand vous perdez, ça c'est important de le savoir. Et par contre, l'extérieur, il faut vouloir gagner. C'est une forme de respect pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir Eric. Ces derniers temps, quand je fais des pratiques méditatives, je sens que ça, au niveau de mon cœur et de ma poitrine, je sens que ça coince. Et je sens qu'il y a une peur profonde en fait qui est reliée à ça. Et j'aimerais bien ton éclairage par rapport à ça en fait. C'est quoi une pratique méditative? Simplement d'être attentif en fait. Ça peut être dans mon quotidien, mais ça peut être des moments d'immobilité aussi. Attention de ne pas créer l'écoute comme une activité. L'écoute n'est pas une activité, l'écoute est ce qu'on est naturellement. Donc des fois, il se peut effectivement que vous asseyez, votre femme a fini ce qu'elle vous demandait, votre enfant a fait autre chose, vous avez un moment, vous n'avez plus rien à faire. Bon, dans la vie, vous ne demandez plus rien dans votre rôle extérieur. Donc effectivement, si vous êtes confortable assis, c'est un bon moment de rien faire, mais ce n'est pas le moment de faire quelque chose. Vous ne faites pas, vous vous laissez faire. Et si vous vous laissez faire, vous allez voir, alors il se peut que s'il y a une problématique cardiaque, qu'elle apparaisse à ce moment-là, parce que vous êtes sensible, vous allez voir un cardiologue. Mais il se peut, généralement, ce qu'on sent souvent, le manque cardiaque, c'est le diaphragme, qui est un peu au même endroit, ça ne nécessite pas forcément un élément dramatique. Ce qu'on pourrait vous dire sur un plan extérieur, c'est que la poitrine correspond aux mains. Donc, si vous avez une tension dans la poitrine, vous devez vraiment évoquer la sensation des mains, comme si vous frottez les mains, comme si vous la chaleur des mains, puis la chaleur des mains pénètre vos genoux, pénètre vos jambes. Et ensuite, quand les mains sont très, c'est vraiment la radiation des mains qui pénètre, les épaules vont couler à travers les mains, vous sentez les deux qui coulent, etc. Et là, normalement, il y a l'effet de lâcher prise sur le niveau de la poitrine. Mais attention, que ce ne soit pas un élément affectif. Ça veut dire qu'il y a une d'intention. Si naturellement vous êtes amené à la méditation est toujours spontanée, toujours naturelle, c'est pas telle heure à telle heure le matin. S'il se maintient une tension corporelle, cela rend petit. Il se peut que ce soit le domaine médical, il faut intervenir médicalement. C'est rarement le cas, mais il faut être ouvert à ça, il n'y a pas rien de faux là-dedans. Mais sinon, puis c'est une tension du diaphragme que souvent on interprète comme étant le cœur. Généralement, la radiation des mains va jouer. Ça dit aussi qu'il y a une sorte de tension dans le corps, donc on va être vraiment tranquille, la tension du corps monte à la surface. Et là, c'est vraiment un laisser-faire actif de présence, mais passif de réactivité. C'est un peu comme si vous avez avalé une drogue et puis vous faites quoi? Vous ne faites plus rien et petit il y a l'effet de la drogue qui va apparaître, vous êtes totalement passif. C'est la même chose dans la méditation, on ne fait rien. Et puis il y a des zones du corps, effectivement, qui peuvent apparaître à la surface, comme les lèvres, les yeux, les narines, les joues, les oreilles, la poitrine, le ventre. Donc vous laissez faire, c'est comme un... Si c'est vraiment une écoute non intentionnelle, il y a un mouvement. Parce que le corps n'est pas fixé, c'est la psyché qui fixe le corps. Et puis le corps, c'est le mouvement. Donc il y a une écoute organique, ce que je sens, c'est un mouvement, pas vraiment très, très ténu, mais c'est un mouvement. Et dans votre écoute, si vous ne faites vraiment rien, l'intérêt du mouvement, c'est l'expansion. Et ce mouvement va progressivement se dilater. Et c'est l'ensemble du corps qui absorbe le mouvement. Quand vous êtes vraiment sensible, quand vous avez mal aux dents, vous pouvez sentir dans les pieds. Quand vous cognez contre un objet, c'est l'ensemble du corps qui absorbe le coup.
Donc le corps est toujours global. C'est par manque de sensibilité qu'on sent une douleur ici. En vérité, la douleur est partout, elle est un peu plus là, mais c'est la défense et la douleur qui fait qu'on la sent que là. Comme on la sent que là, elle est beaucoup plus grande. Si on laisse s'étaler, ceux qui font des armations connaissent bien ça. Les premières années, quand vous osez un coup, vous raidissez sur le coup, ça fait très mal, et après le même coup, c'est tout l'ensemble du corps qui l'absorbe, et les coups sont des coups. C'est très différent. Et ça, c'est pour une émotion, c'est pareil. Quand je sens une peur quelque part, elle est toute petite, quand je laisse la peur s'étaler, une tension qui s'ouvre, on n'a plus une tension. Donc, il faut laisser l'émotion tactilement se déployer, il faut laisser la tension tactilement se déployer. Si ça reste là, c'est que l'écoute est active. Et vous écoutez. Non, vous n'écoutez pas. Vous laissez vivre ce qui est là. Laissez-vous faire, c'est pas actif, sinon c'est la sensation qui est active. C'est comme si quelqu'un vous caresse la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites, vous laissez faire. Et quand on vous caresse la main, si vous vous laissez faire, vous allez voir cette caresse, vous allez la sentir dans tout le corps. Le corps est totalement érogène. Quand je sens la caresse de la main que sur la main, c'est juste frigide. Et mon corps est un corps de défense. Quand vous êtes sensible, on caresse le bout des doigts, tout le corps est sensible. Le corps est que ça. C'est par peur que le corps est devenu fractionnaire et je sens la caresse sur le bout des doigts que sur les doigts. Je sens le coup dans le ventre que dans le ventre. Non, le corps est globalité. Donc il faut explorer ça. Mais en tout cas, s'il y a cet élément de poitrine, les mains, c'est très important. On va sentir la chaleur des mains, la paume des mains, le dos de la main qui s'effondre dans la paume des mains, la chaleur des doigts qui pénètre, les ampoules électriques qui s'éclairent au milieu de chaque doigt, etc. Et petit à petit, les mains vont traverser leur contact. Les épaules vont suivre, etc. Et vous voyez ce qui se passe au niveau de la poitrine. J'ai une grosse douleur, n'hésitez pas à voir un cardiologue. Et je ne pense pas que ce soit forcément ça. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour Eric, je voulais déjà vous remercier parce que vous amenez beaucoup de stabilité dans les différentes recherches, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs spirituels et du coup, il y a plein de domaines qu'on veut explorer. On va à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis finalement, vous êtes assez stable dans votre discours, du coup. On peut du coup se recentrer un peu sur soi, etc. Je voulais vous demander, étant donné que souvent on a un imaginaire un peu lié à la divinité, est-ce que l'idée qu'il y a quelque chose d'éternel et d'infini, et du coup qui soit très monobloc, enfin très monothéiste, est-ce que l'idée qu'il y a quelque chose comme ça, en fait finalement c'est une violence pour nous? Il y a une forme de violence, comme vous dites, dans la corporalité, quand il y a des zones fixes, c'est qu'il y a une rigidité, quelque chose qui ne veut pas, comment dire, épouser le mouvement de la vie, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de violence à rechercher je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Finalement, toute idée est violente. Mais d'un autre côté, l'idée, c'est une sécurité. Quand vous avez une idée, c'est que vous avez besoin d'une sécurité. C'est normal, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient à la conscience, il y en a qui croient à l'éveil, il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient à la démocratie, il y en a qui croient à l'amour, il y en a qui croient dans l'équipe de football. Je veux dire, c'est la même chose, c'est ce besoin d'avoir une sécurité, etc. Il y en a qui croient à l'argent, il y en a qui croient à la famille. Je veux dire, pour moi, ces choses-là sont nécessaires quand c'est là.
Donc, la violence serait de vouloir lever une conviction qu'on a. Donc, moi, je pense que chaque personne, toutes les convictions que les gens ont sont nécessaires, la preuve du besoin. Et par contre, la vie est mouvement. Donc, quand vous aviez 3 ans, vous croyez au Père Noël, peut-être que vous n'y croyez plus. Vous n'avez pas eu. Ça aurait été une violence de vous dire à 2 ans, mais tu sais, le Père Noël, ça n'existe pas. Quand l'enfant a besoin de croire à quelque chose, il y croit, puis après, on n'y croit plus. Vous croyez à l'amour, vous vous rendez compte que c'est une projection, etc., etc., etc. Donc, pour moi, les croyances, les idées sont nécessaires quand elles sont là. Et puis, au plus, il y a une maturation qui se fait, où j'ai plus besoin de croyances. J'ai plus besoin de croire ni en Dieu, ni au Père Noël, ni à la démocratie, ni à l'amour, ni au passé, ni au futur, ni à soi-même, ni aux autres. Donc, il n'y a plus de besoin d'avoir un réflexe idéologique, mais quand il est là, je pense qu'il faut le respecter. C'est qu'en le respectant qu'on va l'approfondir. Voyez au Père Noël, faites vos expériences, attendez-les le soir, et puis vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a peut-être pas. Donc, moi, je ne vois pas la nécessité de mettre en question une croyance. Dès qu'il y a une croyance, il y en a besoin. Je fais toutes les croyances, je vois qu'elles viennent de la peur, et quand progressivement la peur se réduit chez quelqu'un, le besoin de croire se réduit également. Et à un moment donné, vous croyez en ce que vous voyez. Pas comme une croyance, mais simplement, il n'y a rien d'autre que l'évidence de la vie. L'évidence de la vie n'est pas l'imaginaire que ce qu'on appelle la vie. Ce que les gens appellent la vie, c'est l'imaginaire. Ils ne vivent pas dans la vie, ils vivent dans leur imaginaire. D'être comme ceci, d'être comme cela, d'être aimé, de ne pas être aimé, d'être respecté, de ne pas être compris. Voilà, ça c'est pas la vie, c'est des imaginaires. À un moment donné, vous ne croyez pas non plus. Donc effectivement, pour beaucoup de gens, les images de la conscience, mais ce n'est pas une violence, c'est une sécurité. Et tant qu'elle est là, pour moi, elle est respectable. Et puis la vie, parce que je charge généralement de mettre en question nos sécurités. Ça se fait organiquement, ça n'a jamais été fait violemment. Bon, il faut respecter toujours quand vous allez en Inde, en Chine, en pays islamique, en pays chrétien, mais je pense qu'il faut respecter les coutumes, les croyances des gens. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère, mais ça veut dire que, voilà, quand vous avez des chiens, vous comportez différemment, vous êtes avec un chat, vous caressez différemment, etc. Si vous êtes avec une femme heureuse, riche, ou une femme qui vient d'être violée, vous comportez différemment. Si vous êtes avec un vieillard, avec un enfant jeune, vous comportez différemment. Si vous êtes avec un riche ou un pauvre, vous comportez différemment. Si vous êtes avec un musulman ou un chrétien, vous comportez différemment. Pour moi, c'est une forme de respect. Ça ne veut pas dire qu'on s'approprie aucune de ces valeurs, mais on comprend que les gens qui les ont ne peuvent pas faire autrement à ce moment-là. Et la vie est sans fin, donc un jour, les gens se rendent compte, est-ce que j'ai besoin de croire à quoi que ce soit, et surtout pas à soi-même. Et je ne crois plus en moi-même, mais je ne peux plus croire aux autres non plus, parce que les autres, c'est une représentation de moi-même. Je traite les autres comme moi-même. Si je ne m'aime pas, je n'aime pas les autres. Si je suis violent avec moi-même, je suis violent avec les autres. Les autres, c'est une prolongation imaginaire de moi-même. Donc, quand je ne crois plus en moi-même, je ne crois plus aux autres. Et s'il n'y a plus ni soi-même ni les autres, dans cette non-séparation, il y a une intensité qui va se faire où les croyances ne sont pas nécessaires. On vit avec des informations qui s'incarnent dans notre cérébralité d'instant en instant. Je n'ai rien besoin d'autre que de suivre ce qui s'incarne cérébralement en moi. Pas besoin d'autres croyances. Donc, la croyance ne me gêne pas comme violence, elle me paraît être une sécurité nécessaire à celui qui la vit. Et puis la vie, selon sa capacité, selon sa maturité, amènera un jour à se rendre compte que le Père Noël était un imaginaire, que l'amour aussi. Et donc, si l'espoir est un imaginaire, le désespoir l'est aussi. Les gens vont se rendre compte que tout ce qui les a rendus heureux, tout ce qui les a rendus malheureux, c'était des imaginaires. Comme la petite fille qui est heureuse par sa poupée et malheureuse quand on l'enlève. Et puis un jour, elle se rend compte que sa poupée, c'était du plastique. Qu'est-ce qui l'a rendue si heureuse? C'était le plastique. Qu'est-ce qui l'a rendue si malheureuse? C'est l'absence de plastique. C'est toujours l'imaginaire qui a rendu la petite fille heureuse, l'imaginaire qui l'a rendue malheureuse.
La poupée en plastique, c'est mon mari, c'est mon amant, c'est ma voiture, c'est mon corps, c'est mon pays, c'est la situation économique, etc. C'est toujours l'imaginaire qui rend heureux ou malheureux. Celui qui se rend compte de ça profondément n'a plus besoin de croyances, mais celui qui croit à la réalité objective des événements a besoin pour survivre cette apparente difficulté de croyance. C'est à ce moment-là que la religion intervient, que le savoir intervient, que l'accumulation intervient, que la sécurité intervient. Et quand c'est là, pour moi, c'est nécessaire. Donc, voilà. D'accord, oui, donc c'est une sécurité temporaire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a pas besoin de sécurité. Mais Bien il faut sûr, du coup. il y a des gens qui ont besoin d'avoir une grosse voiture, il y en a qui ont besoin d'avoir une grande campagne, il y en a qui ont besoin d'avoir un bel amant, il y en a qui ont besoin de faire un lifting, il y en a qui ont besoin qu'on les reconnaisse, il y en a qui ont besoin de pouvoir partir en vacances, il y en a qui ont besoin qu'on les aime. C'est la même chose. Et donc, je vous écoute de temps en temps sur YouTube. L'idée, ce serait aussi de constater tout simplement ces sensations d'insécurité patiemment et au bout Vous d'un n'avez moment. rien d'autre que la constatation, vous savez. Tout le reste est imaginaire. Vous constatez votre fonctionnement, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas décider de ne pas être jaloux, vous ne pouvez pas décider de ne pas être triste de ça, vous ne pouvez pas décider de ne pas avoir peur de ça, vous ne pouvez pas décider de ne pas être angoissé par ça, vous ne pouvez pas décider ce que vous pouvez décider. Rien, au niveau émotionnel. Par contre, vous pouvez devenir intime avec votre fonctionnement, et c'est là qu'il y a un espace de liberté qui va, à un moment donné, inévitablement s'incarner en vous. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé quand vous avez parlé de la personne qui regardait une mouette qui s'envolait et que ce qui émouvait la personne, c'était pas de voir la mouette, mais c'est de constater qu'on pouvait rien faire pour. C'était un truc comme ça, on peut pas. C'est la non-attente. C'est la non-attente. Le fait de ne pas avoir un lien psychologique avec la situation. Alors, Oui, regardez, c'est ça. sans lien psychologique, ça me ramène toujours à votre propre tranquillité. Dès qu'il y a la moindre attente, la complexité apparaît. Voilà, c'est ça, là. D'accord. Donc, examiner les relations psychologiques qu'on met dans les choses qui accaparent nos sens ou des choses comme ça. Absolument. D'accord, merci Eric. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric. Nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. Merci à tous pour votre présence. Et Merci demain. pour l'invitation. Merci, Eric. Et demain, pour ceux qui le souhaitent, il y a le séminaire de yoga du Cachemire. Belle soirée à tous. Merci. Merci, Eric. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci Eric. Merci Eric. Bonne soirée. Merci Eric. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Eric. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.